la parole à Monsieur Jean-Philippe Pierre. Bonne soirée. Je vais peut-être pas me mettre. Merci. Ça fait un peu formel. Oui. Donc je voudrais d'abord bonsoir à tout le monde. Merci de nous avoir accueillis dans cette ambiance poétique. Avant de commencer, je voudrais remercier Pascal qui n'est pas là et qui a rendu possible cette soirée, et donc avec lui tous ceux et celles qui portent en fait le projet de ces rencontres. Voilà, donc ce que j'aime bien dire, c'est que dans ces temps où nos sociétés cherchent un petit peu qui elles sont et disent qu'il y a un petit peu du malheur, que quand je vois en fait le nombre qu'on est ce soir, en fait, pour venir à la fois se réchauffer et puis venir penser ensemble, moi j'aime bien dire que penser c'est une fête, et penser ensemble c'est une fête, et c'est très réjouissant ce que nous vivons ce soir. Donc ce que je vous propose, c'est que, j'espère que ça le sera, ce que je pourrais proposer, c'est justifier un tout petit peu ce que j'ai cherché à faire dans le livre, en fait, qui était un peu ce lien entre moi et Jean-Jacques ce soir. Et puis donc, je le ferai pendant, on va dire, une demi-heure, 40 minutes. On va voir, enfin, je vais voir un petit peu si je ne veux pas trop vous lasser. Et puis ensuite, qu'on ait un peu le temps de discuter aussi. Ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qu'on a pensé ensemble. Donc en fait, quand je vais partir du projet en fait, de ce livre qui s'appelle donc Je est à nous, enquête sur nos interdépendances sur le vivant. Pourquoi j'en suis arrivé là? Alors je ne connaissais pas Solène avant d'arriver ce soir, je ne connaissais pas ce qu'elle nous a présenté ce soir, mais d'une certaine manière, ce dont il est question dans ce livre, c'est ce à quoi s'est livrée Solène. Je ne sais pas si c'est dans l'histoire, mais d'une certaine façon, il est question de ce que j'ai appelé donc, une écobiographie. Bon. Et finalement, ce soir, enfin, voilà, c'est un exemple d'écobiographie en fait, qui a été présenté. Et donc, je voudrais essayer donc, l'idée, c'est de préciser un petit peu de quoi il retourne, finalement, quand on parle d'écobiographie, c'est-à-dire, en fait, que dit-on quand on dit « je ». La réponse à la question « qui suis-je », c'est une question difficile. Elle est à la fois très simple et très délicate. Il y a même un sujet de bac, à l'époque où en fait il y avait des sujets de bac généraux au lycée, un très beau sujet qui est ça, la question « qui suis-je » admet-elle une réponse exacte? Et en fait, nous sommes les héritiers d'une longue tradition, en l'occurrence cartésienne, qui consiste à dire que dire je, répondre à la question qui suis, c'est avec exactitude essayer de sommer, d'isoler, d'identifier ce qui nous identifie comme je. Et en même temps, la question, c'est est-ce que ce travail-là, ce travail d'analyse, de mise au jour en fait, de la réponse à cette question, en disant tiens, quels sont les éléments que je pourrais mobiliser pour faire ça, bien est-ce que cette liste est suffisante, et surtout qui faisons-nous, enfin qui convoquons-nous pour pouvoir dire je. Et donc cette phrase donc, que je propose en disant je est à nous, qui est une phrase qui est une insolence à la langue française, qui fait à la fois un clin d'œil à Rimbaud sur sa figure le je est un autre, pour dire que le rapport de soi à soi n'est pas aussi clair que ça, et qu'il y a peut-être de l'altérité, et qu'en définitive, il y a peut-être de l'opacité déjà, quand on commence à essayer de se pencher un tout petit peu ce que nous sommes, et en rajouter en disant « je est à nous », c'est à la fois éclater une conception très insulaire de soi, et puis convoquer le fait que d'autres, avec nous, contribuent à définir qui nous sommes. Et ces autres peuvent être humains, mais peuvent être des autres qu'humains. Bref, il y a un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur qui a vécu un petit moment du côté du Chambon-sur-Lignon, pas très loin d'ici, qui a écrit, quand il était d'ailleurs au Chambon-sur-Lignon, c'est un de ses grands livres, disait « Une conscience ombilicale sommeille en nous ». Et dire une conscience ombilicale sommeille en nous, c'est dire effectivement que quand je commence à dire « je », eh bien, si je veux dérouler le lien de l'ombilique, qui
vais-je m'associer? Et pourquoi associons-nous certains êtres et pourquoi en expulsons-nous d'autres? Et donc, dans la réponse à la question qui suis-je, de fait, il y a apparemment une évidente clarté et en même temps un fond d'opacité qui peut parfois nous être nécessaire de relever et d'identifier, non pas nécessairement comme étant inquiétant, mais qui peut l'être. Et donc, l'idée d'écobiographie, c'est ça qu'elle cherche à pointer. Alors, il faut que j'explique en fait pourquoi j'en suis venu à cette idée. Donc, j'ai enseigné assez longtemps à l'université à Lyon. J'y étais responsable d'un master sur les questions en fait, donc, de philosophie, parce que je fais de la philosophie, et donc un master qui porte sur les questions d'écologie, de développement durable. Quand on avait créé ce master, ça s'appelait éthique, écologie et développement durable. À l'époque, le développement durable n'est pas devenu ce qu'il est devenu. Donc, en fait, ça n'était pas, il y a 15 ans, une notion suspecte. Elle est devenue, pour un tas de raisons qu'on pourra discuter, qui méritent d'ailleurs d'être discutées. Mais enfin, bref, donc je suis un universitaire, et pour être universitaire, il faut avoir des étudiants. Et pour avoir des étudiants, il faut avoir des candidats à nos formations. Et donc, en fait, en Master 2, donc c'est en 5e année, il y a cette formation et il y a des jeunes qui candidatent. La singularité de notre formation, si je puis dire, c'est que c'était pas une formation. C'est une formation qui permettait à des non-philosophes de faire un Master 2 de philosophie. En l'occurrence, il était en lien avec l'école centrale de Lyon. On avait aussi des étudiants généralistes, des ingénieurs généralistes qui venaient nous rejoindre dans notre formation. Mais, bref, comme tout enseignant, on le voit bien en ce moment, en fait, il faut, à un moment donné, choisir les étudiants qui candidatent. Et donc, ils déposent un dossier, et puis on les sélectionne. Et donc, nous, on demandait une lettre de motivation, on demande, en fait, bien sûr, leur diplôme, est-ce qu'ils ont le niveau pour candidater à un Master 2, enfin, bref, on leur demande leur curriculum. Et au fond, cette notion du curriculum vitae, c'est une manière de répondre à la question qui suit, très pauvre. Très pauvre, mais c'est celle qu'on utilise la plus souvent. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel diplôme j'ai? Et donc, en fait, on les sélectionne sur ce critère, un Master 1 ou l'équivalent 2, les crédits européens qui vont avec, leur parcours, leur CV, leur lettre de motivation, et puis ensuite, on sélectionne et on les fait venir à l'oral. C'est en 5 minutes, c'est très court, c'est très violent, pour expliquer pourquoi cette formation, elle compte pour eux dans le moment de leur vie. Et en 5 minutes, qu'est-ce qu'on dit pour dire voilà pourquoi je suis là, voilà pourquoi les questions d'écologie, de durabilité ou de soutenabilité m'intéressent, moi qui ai 22, 23 ans, 24 ans, et pourquoi cette formation, elle compte dans l'idée que je me fais de ce que sera ma vie. Et puis, 5 minutes, c'est très court, je redis, il faut faire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Enfin, on peut discuter sur ces manières de faire. Mais ce qui va beaucoup frapper, c'est que à chaque fois que les étudiants finissaient leur parcours, ils disaient, mais si je suis là, c'est quand même parce que depuis tout petit, ou parce que j'ai fait des expériences ils me racontaient des micro-flashs qui étaient décisifs. Enfin bref, c'était des choses qu'on ne met jamais dans un curriculum, mais qui font pourtant une vie. Et donc, en fait, il y a cette idée, c'est ça qui me frappait, c'est que quand on répond à la question qui suis-je, il y a un curriculum vitae, ceux qu'on publie, qui sont publics, et il y a un curriculum caché. Et ce curriculum caché, il est fait de toutes ces interdépendances qu'on ne nomme pas toujours, et dont il faudrait se demander pourquoi on ne les nomme pas. Et qui questionne pourquoi, avec pudeur, on considérait que les nommer, ça serait peut-être se malmener, ou être parfois peut-être même ridicule. Et donc, en fait, je suis parti de là, en fait, je me suis dit, c'est assez étrange, mes étudiants, donc ces étudiants sont auditionnés, puisqu'une fois qu'ils sont auditionnés, on les sélectionne, et puis en fait, l'année universitaire se passe. Et la raison majeure pour laquelle ils sont là n'est jamais nommée. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont moi j'étais le témoin,
comme responsable de formation, il me partageait quelque chose d'incandescent d'une certaine manière, mais cette incandescence de leur être, eh bien, c'était la condition qui les faisait être là, mais qui n'était jamais nommée. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quand même à la fois magnifique et terrible. Je suis à la fois le témoin de ce qu'ils ont bien voulu me partager, et en fait, ils ne notent jamais, à hauteur de leur propre existence et avec les membres de leur promotion, bien l'évidence de ce qui véritablement l'émeut. Bien sûr, il leur faut un diplôme, bien sûr, il faudra qu'ils aient un stage, bien sûr, il y aura un projet professionnel, mais en définitive, la question de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous là, c'est la question que posait Jean Houry en psychiatrie institutionnelle, c'est une très bonne question. La question du pourquoi je suis là, puisque elle est apparemment logique, parce que j'ai un M1, il faut que je fasse un Master 2, mais en même temps. Et donc, en fait, avec eux, à un moment donné, je dis aux étudiants, mais en fait, ce qui m'interroge, c'est comment on pourrait partager les raisons, en fait, de ce qui nous forme, enfin, les raisons qui font que vous choisissez de passer un an à vous former aux enjeux, en fait, soulevés par les enjeux à la fois éthiques, épistémologiques, juridiques, politiques, enfin, soulevés par la transition écologique et sociale. Et bien, en fait, on s'est dit, on pourrait faire un exercice. Enfin, j'aurais dit, on va faire un exercice, mais qui sera donc un exercice où ça s'appelle évaluer. La culture horrible du temps présent, il faut compter, il faut tout compter. J'aime bien, moi, rappeler que évaluer, c'est mettre en valeur d'abord. Et comment on peut mettre en valeur autrement qu'à partir d'approches ultra quantitatives, très normées et souvent très appauvrissantes. J'ai rien contre le quantitatif en soi. J'ai plutôt des choses à discuter sur ce qu'on appelle finalement la colonisation de nos vies par la gouvernance par les nombres. Mais donc comment mettre en valeur au fond ce qui se passe, ce qui fait nos vies. Et en fait donc on a réfléchi, puis évidemment je dis aux étudiants, en fait pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez dire pourquoi vous êtes là. Et en fait vous choisissez le support que vous voulez. La première étudiante, elle arrive, elle est venue un jour avec une guitare et elle a fait un slam, quoi. Il y en a une autre, elle a fait un poème, l'autre, j'aurais dit par contre pas de PowerPoint, vous faites ce que vous voulez, pas de PowerPoint. Puis chacun ou chacune répond à la question qui suis-je, mais à partir de ce que c'est que ce curriculum caché. Alors pourquoi c'est important? Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est une expérience pédagogique. Et de cette façon, l'invitation au bivouac qui nous est faite, c'est une autre expérience pédagogique, à sa façon. C'est que comment expérimenter les liens qui contribuent à définir qui nous sommes. Alors cette question en fait du pédagogique, elle est importante parce que ça pose la question de comment nous formons. Qui formons-nous et comment nous les formons. Et vous avez peut-être suivi il y a une petite année, c'était intéressant d'observer que des écoles d'ingénieurs, des ingénieurs agro en l'occurrence, à un moment donné, ont refusé qu'on leur remette leur diplôme d'ingénieur agronome en disant, nous qui allons peut-être travailler à l'ADREA ou ailleurs, eh bien, nous allons en fait, on nous demande de continuer d'actualiser le type de modèle, le type d'intelligence, le type de manière de piloter le monde dont nous sommes parfaitement conscients, en fait, qu'il est à la source des problèmes que nous sommes en train de vivre. Bref, comment les formations que nous déployons pérennisent des modélisations en fait, du rapport au monde et du rapport au vivant qui sont à l'origine de la disparition de ces propres vivants. Donc il y a un problème quand même. Donc comment réfléchissons donc sur nos formations, donc sur une politique des formations. Donc les questions elles passent de problèmes pédagogiques à des questions de politique. Qu'est-ce que former? Et pourquoi former uniquement en formant que des concepts? Comment forme-t-on les sensibilités? Et qu'est-ce que ça veut dire, les former ici? Et donc l'idée d'écobiographiie, à sa manière, elle veut embrasser cette question. Mais elle l'embrasse à partir d'une autre question, qui est en fait un constat en fait, que fait un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuy. Jean-Pierre Dupuy avait publié au début des années 2000 un ouvrage qui s'appelait « Le catastrophisme éclairé ».
expression étrange, hein, catastrophisme éclairé, parce qu'on dit, voilà, justement, les catastrophistes, c'est qu'ils ne pensent pas, hein, ils sont toujours dans l'effondrement, aujourd'hui on dirait dans la collapsologie, enfin bref, dans un discours en fait de ça va de mal en pire, et là, catastrophisme éclairé, autrement dit, comment peut-on avoir une intelligence instruite, informée, éclairée, au sens de la pensée des Lumières, en fait, de la situation qui est la nôtre. Catastrophisme éclairé. Et en fait, dans ce livre, donc, lui, il a beaucoup réfléchi sur Tchernobyl d'abord, en fait, hein, et puis ensuite sur ce qu'on appelle aujourd'hui probable 6e extinction d'espèces. En fait, quand il réfléchit sur ces phénomènes, en fait, il est confronté comme nous, en fait, probablement à la question suivante, qu'il formule comme ça, qui est comment se fait-il que nous n'arrivions pas à croire ce que nous savons? C'est qu'en fait, nous avons des informations. Les sciences du climat, les géosciences, en fait, via le GIEC en particulier, le groupe intergouvernemental, en fait, sur le climat, en fait, nous donnent des informations, on a des scénarios, on le sait. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à y croire? Il y a l'équivalent, en fait, du GIEC pour le climat, donc concernant, cette fois-ci pour la biodiversité, qui s'est réunie à Montréal il n'y a pas très très longtemps, hein, au mois de décembre, hein, où là aussi, d'ailleurs c'est intéressant de voir le coup de gueule du secrétaire général de l'ONU, hein, Antonio Guterres, qui commence quand même, c'est un diplomate, hein, qui commence quand même cette COP 15 hein, en disant les humains sont devenus une espèce de destruction massive. Hein, il parle de nous comme ça. Et en fait, il pose cette même question. Donc, comment se fait-il que nous ne parvenons pas à croire ce que nous savons? Cette question, en fait, c'est cette idée que entre le concept, si vous voulez, et l'action, il y a un problème. Il y a un problème d'articulation. C'est que, effectivement, nous avons besoin de connaissances. Il faut qu'il y ait des connaissances. Et cette dimension de ces connaissances objectives, informées, instruites par tous les savoirs, qu'ils soient géoscientifiques ou qu'ils soient des biologies au sens très très large en fait de celle-ci, qu'elles soient de la biologie moléculaire jusqu'à celle des écosystèmes. Donc elle articule ça, c'est en fait le passage en fait de ce qu'on sait à ce qu'on doit, hein, de ce qu'on peut connaître à ce qu'on doit faire. Eh bien, il questionne ce qui nous mobilise. En fait, il manque un chaînon manquant. Et une hypothèse qu'on peut faire, c'est que, en tout cas l'hypothèse que je fais, hein, que je soumets à votre examen aussi, hein, c'est que le passage en fait entre ce qu'on sait et ce qu'on croit, en fait, il questionne nos mobiles, questionne finalement notre rapport au sensible. Et que, de toute façon, ce qui est aujourd'hui problématique, c'est, de cette manière, le fait que nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons parce que nous sommes progressivement anesthésiés dans nos manières en fait de vivre notre rapport au milieu. Alors je suis arrivé à Langeac tout à l'heure, j'ai eu froid, ici je me dis tiens je ne suis pas complètement anesthésié. Je me rappelle que c'était assez longtemps dehors, parce que je n'avais pas de wifi, donc j'ai appelé dehors, donc je me suis rappelé que j'avais un corps homéotherme peut-être, mais qui avait un petit peu froid. Et puis surtout j'ai rencontré une personne qui m'a dit mais à Langeac c'est évident, tous ici, on sait déjà en fait ce que c'est qu'être connecté avec le vivant, donc vous allez prêcher les convertis. Bon. Donc j'étais un peu embêté, parce que je me dis effectivement, si vous voulez partir, c'est déjà possible. Et de fait, ça interroge, même si je ne peux pas le prêcher, hein, mais ça interroge effectivement qu'est-ce que ça veut dire, ce point d'articulation. Parce que entre donc, ce qu'on croit et ce qu'on sait, donc ces dimensions ont fait du sensible. Et qu'est-ce que c'est qu'une anesthésie? Parce que finalement, on peut faire l'hypothèse que la crise écologique et sociale, parce que j'aime bien rajouter à chaque fois les deux adjectifs, la crise écologique et sociale, hein, parce que les problèmes écologiques sont en même temps les problèmes sociaux, les deux, tout le temps. Hein, donc en fait, on ne peut pas les séparer. Je peux expliquer pourquoi on ne peut pas les séparer, mais on peut vouloir le faire, mais c'est très vite discutable.
Bref, donc, pourquoi ces enjeux en fait, écologiques et sociaux en fait, sont envisageables comme l'expérience d'une anesthésie. Ce qu'a présenté Solène, finalement, dans le petit itinéraire de sa chronologie, de son curriculum vitae via feuille de chêne interposée, c'est l'histoire, enfin je le lis comme ça, d'une certaine manière, c'est l'histoire d'une réesthétisation de soi, de cette façon. C'est d'être restauré dans sa capacité d'être sensible dans la conscience de ses interdépendances. Et donc la métaphore de la maison, à sa manière, c'est ça qu'elle fait. C'est évidemment, qu'est-ce qui vous anesthésie et comment le dehors devient le dedans ou comment le dedans redevient le dehors. Enfin, cette métaphore, elle est très belle. Hein. Elle est très théorisée d'ailleurs à sa manière par un philosophe comme Bachelard. Hein. On pourrait ici le montrer assez bien. Mais en fait, qu'est-ce ce qu'il appelle lui une cosmicité intime? Mais en fait, cette métaphore en fait, de la maison, elle nous sert à penser, enfin, ce qu'elle vient mettre au jour, c'est que notre rapport au monde, qui est à la fois très immédiat, eh bien, dans les sociétés comme les nôtres, il est aussi très médiatisé. Il est très médiatisé, précisément par nos manières, par nos modèles, par nos manières, en fait, de produire une intelligence du monde. Un philosophe comme Merleau-Ponty, dans un texte tardif qui s'appelle L'œil et l'esprit, qui est un très beau livre consacré à la peinture de Cézanne, en fait, commence ce texte d'une formule en fait, assez célèbre qui dit ceci, enfin c'est célèbre chez les philosophes, hein, donc peut-être pas célèbre du tout, dans lequel en fait il dit ceci, la science manipule les choses, elle renonce à les habiter. Et en fait, quand il dit ça, en fait, ce qu'il dit, c'est qui est-ce qui nous apprend le mieux à connaître? Lui, la question qui se pose, c'est il est dans le sud de la France, il s'interroge sur la montagne Sainte-Victoire. Il dit finalement, qui est-ce qui m'apprend le mieux à comprendre ce qu'est la montagne Sainte-Victoire? Est-ce que ça sera le géologue? Est-ce que ça sera le botaniste? Est-ce que ça sera l'agroforestier? Ou est-ce que ça sera Cézanne? Bref, tous ces savoirs nous apprennent des choses, mais pas tous au même endroit. Et en fait, lui dit finalement, Cézanne peut être, la peinture donc de Cézanne, le peintre Cézanne, peut être notre éducateur. Pourquoi? Parce que, dit-il, précisément, il y a dans le geste de peindre, mais finalement dans l'expérience d'un rapport sensible au monde, esthétique, si vous pouvez le dire comme ça, bien, il y a dans cette expérience esthétique quelque chose qui rompt avec la culture des modélisations. Il nous faut des modèles, en tout cas nous vivons, comment dire, dans les sociétés comme les nôtres, très réflexives, très nourries, très pétries à la fois de savoirs scientifiques et techniques. L'ensemble de ces savoirs scientifiques et techniques, progressivement, en fait, nous installent dans les manières de nous rapporter au monde. Mais, effectivement, qui sont, dans ces manières de se rapporter au monde, sont des manières, effectivement, très progressivement abstraites. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre un exemple administratif, et je vais prendre un exemple, disons, tiré des sciences. Je prends le premier exemple, celui des sciences. Je prends l'exemple administratif ensuite. Il y aurait un tas de savoirs, j'en prends simplement un, parce qu'il était ici tout à l'heure. Vous avez vu, il y avait à cet endroit-là une carte. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une carte? Une carte, c'est un modèle. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, une carte, c'est, parmi d'autres, par une multiplicité de modélisations possibles, bien, une carte, c'est un type, c'est une façon de produire une intelligibilité de nos espaces. Mais c'est très particulier. Et finalement, le modèle des cartes telles que nous les construisons aujourd'hui, c'est des modèles en fait assez tardifs, puisqu'en fait ils sont à la frontière entre le XVIe et le XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on est assuré qu'il y a quelque chose comme ce qu'on appellera une rotondité de la Terre, c'est Emmanuel Kant qui parle de ça, il y a une rotondité de la Terre,
Et pour qui on tombe des terre, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des expéditions scientifiques qui font des expéditions, eh bien, ils vont au pôle, et puis en même temps, on va chercher à tracer des méridiens. Et puis, en fait, cette aventure, qu'est-ce qu'elle construit? Elle va construire l'idée qu'on peut penser notre rapport à l'espace à partir du modèle de la géométrique du plan. Et en fait, on a progressivement construit l'idée qu'effectivement, il y aurait des méridiens, il y aurait des parallèles, et puis en fait, on choisit de compter à partir de quelque part et plutôt que quelque d'autre. Alors pourquoi Greenwich? On peut discuter, hein. On voit très bien que très vite, une carte, la décision de compter sur une carte à partir de quelque part, c'est très vite une décision politique. Hein. Bref, qu'une carte, ça paraît comme ça, rien du tout, enfin ça paraît très neutre, mais c'est pas tout à fait vrai. Une carte, c'est une double opération, c'est une opération épistémologique qui consiste à penser dans ces modèles, en tout cas depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, à partir du modèle du plan. Donc on géométrise notre rapport au monde. Et ce modèle de la géométrisation, il est très avantageux, mais il est très problématique. Alors, il est très avantageux parce qu'effectivement, ce modèle en fait, du géométrisant, il permet à chaque fois d'être repéré comme on est repéré dans un repère orthonomé. Hein. Dis-moi ta latitude, dis-moi ta longitude. Et nos systèmes GPS, Global Position System, c'est la même logique. C'est finalement entre les cartes qu'on commence à inventer et dessiner à la fin du XVIIe, début XVIIIe, jusqu'au GPS aujourd'hui, on a la même culture. C'est que nous avons plaqué sur notre rapport au monde un type d'intelligibilité, un modèle, parce qu'une carte c'est un modèle, qui effectivement a l'avantage d'augmenter la connaissance qu'on a du réel, mais qui a pour inconvénient de l'appauvrir complètement. Une carte, c'est jamais le territoire. C'est qu'en fait, il n'y a aucune carte qui ne corresponde au territoire en question, sauf, c'est Borges qui disait ça, la seule carte qui ne trahirait pas un territoire, c'est la carte à échelle 1. Mais il n'y a pas de carte à échelle 1, si ce n'est le territoire lui-même. Autrement dit, donc, les cartes, hein, je prends l'exemple des cartes parce qu'il est très symptomatique. Hein. Pour augmenter la connaissance que nous avons du monde, nous sommes obligés de nous en extraire, de l'abstraire, pour augmenter l'intelligibilité, mais aussi pour appauvrir l'expérience. Autrement dit, nous désensibilisons pour augmenter ce que nous connaissons. D'où le problème, alors ça serait intéressant de regarder vraiment les cartes de Solesmes, hein, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on rajoute sur ces cartes quand on va y rajouter ces expériences vécues? C'est quand on va faire ce qu'aujourd'hui on appellerait de la cartographie sensible, hein, dans lequel en fait on va raconter des itinéraires, nos endroits choyés, nos lieux sources, ou en tout cas les perspectives qui nous semblent décisives. Bref, donc la carte, c'est le modèle, enfin c'est l'exemple, le prototype de ce que Merleau-Ponty appelle justement le modèle. Hein. La science manipule les choses à partir de modèles et elle renonce à les habiter. Pour construire une carte, de cette manière, il y a cette renonciation à l'habitation au profit de la construction rationnelle des espaces. Je signale en passant que cette culture du plan, elle prépare une géopolitique des territoires, hein, et en fond, c'est qu'en fait, elle prépare la planification, et on voit très bien, enfin, il suffit de regarder comment sont construites les frontières au cordeau dans les anciennes colonies, pour comprendre que, effectivement, ce modèle du plan, c'est aussi un modèle géopolitique qui a un rôle en fait, d'institution, en fait, des espaces. Et donc je prends je prends cet exemple de la carte, on pourra en prendre plein d'autres. Hein, mobiliser le modèle, on le trouve partout. Hein, quand on veut penser le corps, quand on veut penser le corps des autres que le corps humain, quand on veut penser nos espaces, bref, nous sommes en permanence dans des modèles. Alors, ce n'est pas problématique en soi qu'il y ait des modèles. Hein. Je ne suis pas anti-rationaliste. Hein. Ce qui est problématique, c'est quand nous finissons par croire que les modèles que nous avons construits sont la réalité qu'ils décrivent. Ça s'appelle, dans notre jargon, la réification. Hein. C'est quand on confond le modèle comme processus d'intelligibilité avec la réalité elle-même. C'est qu'en fait, quand on fait de l'idéologie, et il suffirait de questionner d'autres savoirs, je ne vais pas le faire, on pourrait le faire, mais je prends un petit exemple quand même en passant. Hein. L'économie.
qui est encore une science sociale. Enfin, c'est tout le débat. Certains économistes veulent surtout plus que ce soit une science sociale, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait en économie? On modélise. Et en fait, les modèles économiques, quand ils sont vérifiés, quand on finit par dire il y a des lois économiques immuables, non discutables, naturelles, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'idéologie, on ne fait plus de la science. Bref, il y a une vraie question sur on a besoin de modéliser, méfions-nous quand même du fait que ces modélisations, à un moment donné, elles peuvent être des réifications qui sont en même temps des coups de force et des prises de pouvoir possibles. Alors c'est important de redire ça, pourquoi? Parce qu'effectivement, si nous pensons, si nous vivons à travers des modélisations, eh bien, nous abstrayons progressivement notre rapport au monde. Et avec nos outils numériques, c'est assez évident. Enfin, l'usage de la carte versus le GPS, c'est typique de ça. Moi je le dis souvent ça, un GPS il ne nous aide pas à voyager, il nous aide à nous déplacer. Quelle est la différence entre un voyage et un déplacement? Le déplacement, c'est précisément ça, c'est une lecture très géométrisante de notre rapport à l'espace, mais complètement anesthésique, de cette façon. Alors, j'avais dit que je donnais deux exemples. Je prends un second exemple, en fait, de modélisation. Donc, un exemple administratif. Pour dire qui nous sommes, eh bien, donc, on a inventé, dans les sociétés comme les nôtres, eh bien, des modèles administratifs. Il y a un modèle extraordinaire, c'est le numéro de sécurité sociale. Peut-être vous avez à votre disposition un petit objet en fait, qui s'appelle une carte vitale. Sur cette carte vitale, il y a un numéro. Alors c'est assez intéressant de réfléchir parce que finalement, ce numéro, qu'est-ce qu'il est? Il est la réponse à la question « Qui suis-je » ? Qui suis-je? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut identifier de moi? Et il dit quelque chose de très, à la fois, singularisant, pas très singularisant, de très individualisant, mais peut-être pas de très singularisant. Pour le dire dans mon jargon, si vous voulez, un numéro de sécurité sociale, ça nous individualise, ça ne nous individue pas. Et donc, ça pose la question précisément de qu'est-ce que c'est qu'être individué. Ça, c'est un autre philosophe qui a vécu longtemps, en fait, aussi au Chambon-Solignon, Gilbert Simondon, qui a beaucoup insisté sur cette différence justement entre individualisé et individué, j'en parlerai peut-être. Alors pourquoi j'évoque le numéro de sécurité sociale? Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une technique administrative qui gère les flux de population et qui essaie de les répertorier le mieux qu'il est possible à des fins de gestion pour un tas d'enjeux. Alors c'est intéressant. Alors, moi je m'intéresse, c'est très intéressant un numéro de sécurité sociale parce qu'il dit quelque chose quand même d'une dimension écobiographique, malgré tout. Il n'y a pas plus abstrait qu'un numéro de sécu, et en même temps sommeille dans un numéro de sécu quelque chose comme une conscience ombilicale. Voire, on pourrait dire aussi qu'un numéro de sécurité sociale, à sa façon, si on voulait en faire une petite phénoménologie, eh bien, qu'il déploie une certaine façon que nous avons de comprendre qui nous sommes, nous, vivants parmi les autres vivants, à partir de ce qui nous singularise. Parce que de fait, un numéro de sécurité sociale, ça commence toujours par un point de chiffre. Voilà. Il y a du 1 ou il y a du 2. Alors on pourra poser la question de savoir si un jour il y aura du 0. Et d'ailleurs ça pose la question d'ailleurs intéressante. Pourquoi faudrait-il indiquer un genre? C'est dans les débats en fait qui sont aujourd'hui soulevés. Mais cette question du 1 ou du 2, elle est intéressante parce qu'elle dit que nous vivons le monde aussi à partir d'une situation en fait incarnée. Même si cette tension entre le sexe et le genre, il faut la manier avec précaution. Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire vivre notre rapport de vivant parmi les vivants à partir de notre position genrée?
Et cette question n'est pas secondaire, hein, parce que de fait, vivre le monde en mâle ou en femelle, si je puis dire, excusez-moi de dire comme ça a des effets. Hein. Il y a tout un courant, donc dans ce livre, justement, Jeux et Anneaux, je m'arrête un moment sur une philosophe qu'on appelle, une philosophe qui s'appelle Val Plumwood, mais en fait qui est en même temps une philosophe en fait qu'on appelle écoféministe, qui questionne ça, qui questionne le fait que elle dit, mais c'est quand même assez bizarre, hein, que ce qu'on observe, c'est qu'une bonne partie de notre rapport au vivant, c'est un rapport très dominateur, très dans le contrôle, très dans la maîtrise. Et c'est assez bizarre, cette maîtrise en fait du vivant, c'est souvent le même que ce qu'on voit dans le rapport en fait que les mâles entretiennent avec les femelles, hein, voire que les hommes entretiennent avec les femmes. Hein. C'est en fait des rapports de domination, de contrôle, qui fait qu'il y a une espèce d'étrange filiation entre le constat qu'on fait que qu'est-ce qu'on prend aux femelles? On leur prend leur lait, on leur prend leurs œufs, on leur prend leurs petits, ou on leur prend leur temps d'attention, on leur prend leur statut des dents naturelles, enfin bref, toutes ces choses-là. Bref, il y a cette idée que dans les approches écoféministes, il y a le 2, quand on est 2 plutôt que 1, ça a parfois quand même des effets problématiques, parce que Françoise Héritier, l'anthropologue, appelait la valence différentielle des sexes, hein, qui fait qu'effectivement, quand on est femme, on a parfois quand même un peu plus de difficultés que homme, y compris notamment lorsqu'il s'agit de ce rapport concernant la maintenance du vivant. La maintenance du vivant et des vivants. Parce que parmi les vivants, il y a aussi des vivants humains. Hein, ce n'est pas l'objet d'en parler ce soir, trop, hein, mais regardons quelques instants ce concept bizarre d'aidant naturel. Pourquoi les aidants naturels dans la société sont la plupart du temps des femmes? Comme si c'était naturel d'aider et que c'était naturellement aux femmes d'aider. Hein. Enfin, question, hein. Ouais, je me la pose à moi-même aussi. Hein. Mais bref, Val Plumwood, je m'arrête encore quelques instants sur le 2 hein, de notre numéro de sécu. Val Plumwood, je note en passant hein, que cette philosophe donc, est une philosophe australienne, hein, qui a vécu pas très très loin de ces grandes zones en fait, qu'on a vues brûler par les grands méga-feux l'année dernière et puis les années passées, enfin les 2-3 années passées. Val Plumwood, en fait, c'est pas toujours appelé Val Plumwood, je signale en passant. En fait, c'est le jour où bon, bref, elle s'occupait dans son secteur, elle s'occupait des crocodiles marins, des espèces très très rares maintenant, et en fait, globalement, elle s'est fait manger en fait, par un crocodile, et suite à cette expérience, elle a fait l'expérience donc, de ce que c'est qu'être une proie. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire que mon corps, tiens, il peut avoir du goût pour un animal? Et qu'est-ce que ça veut dire se penser comme ça? Et donc, outre l'expérience post-traumatique qui peut être liée à ce phénomène, elle en a tiré une conséquence, elle a changé de nom. En fait, elle a choisi de s'appeler Val, comme la vallée des arbres en fleurs, en fait, Val Plumwood, en fait, de là où elle habitait. Bref, elle a changé de généalogie. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans un nom? Qu'est-ce qu'il y a dans un prénom? Qu'est-ce qu'il y a dans une généalogie? La conscience ombilicale, chez elle, ça a signifié ça. Il lui a fallu la morsure d'un saurien pour en prendre pleinement la mesure. Je continue mon petit numéro de sécurité sociale. Répondre à la question qui suit, c'est aussi observer que nos rapports avec les vivants sont aussi situés généalogiquement. Nous sommes une classe. Hein. Moi, dans les chiffres qui suivent, hein, c'est 0,3, c'est quoi, 0,3, c'est ça non, je ne sais plus, 0,364, c'est ça. Donc, je suis d'une classe, donc je suis d'un mois, et je suis d'une année. Comme vous tous. Hein. C'est-à-dire, en fait, nous avons une position généalogique. C'est qu'en fait, les questions de notre rapport au vivant ne se posent pas de la même manière pour ceux dans cette salle, en fait, qui sont nés, je ne sais pas, peut-être dans les années 40, j'en sais rien, nés comme ça, hein, 30, 40 peut-être, ou ceux qui sont nés, dans les années 70, 80, bref, qu'est-ce que c'est qu'une position généalogique? Alors c'est important de se le dire parce qu'une des difficultés du temps présent, c'est de s'apercevoir que, effectivement, les humains
comme tous les vivants, du moins comme tous les vivants complexes, ils naissent pas tous en même temps. Autrement dit, les individus meurent, enfin les individus naissent, meurent pour que l'espèce demeure, mais bref, nous avons tous une position généalogique spécifique. Ce qui fait que nous appréhendons les questions soulevées par la transition écologique et sociale à partir de cette position généalogique. Ce qui fait que quand on a 20 ans aujourd'hui, 15 ans, ou quand on en a 40, ou quand on en a 70, eh bien, les questions ne sont pas les mêmes. Et tous les débats en disant, les boomers, là, est-ce qu'il y en a dans la salle oui, donc en fait, quand on va dire où sont les responsabilités, en fait, c'est important de se dire qu'effectivement, si nous avons des positions générationnelles différentes, eh bien, c'est à la fois une chance, mais ça pluralise des points de vue, mais après, c'est comment on unifie ces points de vue. Et c'est encore Paul Ricoeur qui dit ça en disant le défi, en fait, pour une culture et pour un groupe humain, c'est de faire qu'une succession de générations devienne une suite. Comment on passe du successif à une suite? Et la question de la suite, c'est notre question. C'est qu'en fait, comment les générations les plus anciennes, interpellées par les générations les plus jeunes, dont on entend quand même que certaines disent, de ces générations-là, on ne veut pas être parents. À quoi bon être parent pour mettre au monde des enfants dans ce monde? C'est quand même, moi j'ai pas mal d'étudiants qui disent ça, c'est quand même très interpellant. Bref, comment faisons-nous une suite lorsque, effectivement, à partir de ces positions générationnelles, eh bien, il y a de la conflictualité, parce qu'on n'a pas été élevé de la même manière quand on est fils d'après-guerre et quand on a crevé de faim et qu'on est fils de l'abondance. Bref, entre la seconde révolution agronomique et la troisième, on voit très bien que les positions générationnelles ne sont pas les mêmes. Mais dans ce numéro de Sécu, si on continue, il y a aussi l'idée qu'on est de quelque part. Moi, je suis du 54. C'est-à-dire, en fait, que dans ma région, il y a deux rivières qui coulent. C'est pas l'Allier, mais c'est pas mal non plus. La Meurthe et la Moselle. Bon. Alors c'est intéressant que même dans le pilotage très techno-administratif des territoires, le découpage des départements, qui est découpage des départements, la conséquence de la logique dont j'évoquais tout à l'heure, on cartographie des territoires, on les espace, on les divise, et on dit là, ça sera bon. Et même donc dans le découpage le plus administratif qui soit, on raconte nos rapports aux espaces par rapport à des montagnes ou par rapport à des rivières. Prenez tous les départements français, ils racontent quelque chose. Ce n'est pas de la poésie, c'est très techno-administratif, mais malgré tout, chante encore soit une rivière ou un fleuve, soit une montagne ou une chaîne de montagnes. Et donc, bref, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que la question pour nous de notre expérience de nature, c'est jamais la nature en général. Nous ne sommes pas de la nature en général, nous ne sommes pas au monde, même si nous venons au monde, mais venir au monde, c'est aussi venir en un site. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est que ce site? Qu'est-ce que ça veut dire être de l'Allier ou d'ici quand on dit « moi je suis d'ici ». Ici, ce n'est pas le « ici » du GPS, vous êtes arrivé. Quand on dit « je suis bien ici », le « là » de mon être là, il est une manière effectivement de dire que ce lieu, je me définis aussi dans et avec ce lieu. Bref, que le lieu n'est pas simplement un local. Être localisé, c'est pas encore habiter. C'est ça le sens de la phrase de Merleau-Ponty. La science manipule le monde, elle renonce à les habiter. Donc, habiter, c'est autre chose que simplement être localisé. Habiter, c'est autre chose que simplement résider. Habiter, c'est faire l'expérience de, on pourrait dire comme ça, de la pleine présence. J'utilise 2 secondes ce mot, pleine présence. Alors, pas parfait, je suis enseignant. Il y a peut-être des enseignants dans la salle, mais c'était intéressant et désastreux de faire l'expérience de la virtualisation de notre rapport au monde pendant le Covid. Voir les autres uniquement via les écrans. C'est-à-dire qu'en fait,
Voilà, je ne suis pas là en présentiel, hein, je suis là en distanciel, comme on disait dans ce étrange jargon. Qu'est-ce que c'est que le présentiel? Qu'est-ce que c'est inversement que le distanciel? Bien, le distanciel, c'est la généralisation de la culture du modèle. Le monde vu à distance, à partir du modèle scopique, hein, le regard, comme seule clé d'interprétation de ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans la présence? Ben, précisément, qu'est-ce qu'il y a de plein dans la pleine présence? C'est le fait précisément, c'est polysensoriel, c'est incarné, c'est fait d'affect, c'est fait de perplexité, enfin bref, la présence, c'est autre chose que précisément le fait d'être localisé. C'est habiter, enfin, il y a un philosophe qui s'appelait Madinet qui disait ça, il disait finalement, habiter, c'est pas simplement être là, c'est y être. C'est comme quand on fait les listes de présence, hein, au début de cours. Hein. Vous êtes là? Oui, je suis là. En fait, on sait très bien qu'on peut être là et pas y être. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être là? Y être vraiment? Bien, au fond, on pourrait dire qu'une expérience éco-biographique, c'est l'expérience d'y être vraiment. Je vais vérifier. Sur le plan du timing, il faut me dire. Hein, je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé. En fait, on a le temps de discuter. En fait, donc cette question-là, donc du y être vraiment, ben, en fait, ce qu'elle va, à quoi elle ouvre? Je pense qu'elle ouvre en fait sur deux aspects, donc sur lesquels j'ai terminé pour qu'on ait le temps de discuter, si vous le souhaitez, après. Je vais pas, si vous voulez, je vais pas parler trop en fait de ce que j'ai fait dans ce livre pour lui-même, mais je peux le faire plus si vous le souhaitez. Mais je voudrais tirer deux conséquences en fait, de ce que j'ai essayé de dire. À quoi ça ouvre de reprendre à nouveau frais la réponse à la question qui suit, en disant finalement, répondre à la question qui suit, c'est raconter des histoires et associer dans ces histoires eh bien, d'autres acteurs que simplement ceux dont on dit qu'ils sont essentiels. Bref, qu'est-ce que ça dit pour nous? Et qu'est-ce que ça dit pour nous comme individus, enfin comme être, hein, comme sujet, pardon, et qu'est-ce que ça dit pour nous collectivement? Et donc, ce que j'aimerais, donc je finirai là-dessus, c'est qu'en fait, comment l'idée d'éco-biographie, elle contribue à réesthétiser la compréhension qu'on a de soi, hein, et comment elle peut nourrir une compréhension de ce que nous pouvons chercher à vouloir vivre ou inventer ensemble, collectivement, autour d'un monde commun partageable. Bref, donner une dimension sociopolitique, si vous voulez, à l'idée d'éco-biographie. Ce premier aspect. En fait, cette dimension en fait, de l'éco-biographie, elle vient redonner, si vous voulez, son importance à la dimension du sensible, en considérant que le sensible, notre expérience sensible, comme expérience de pleine présence avec le monde, bien, n'est pas à dénigrer, que c'est pas cucul-praline, pour le dire comme ça, que c'est pas de la sensiblerie. Parce que précisément, ça réinterroge le sens pour nous de ce que signifie être d'un corps situé dans le ici et maintenant en fait de notre situation. Alors cet aspect est important parce que de cette manière ça nous vitalise. Ça nous vitalise, en fait ça vient travailler le vivant que nous sommes, l'existant en fait que nous sommes, parce que précisément ce que nous sommes, c'est que nous sommes des êtres incarnés, nous ne sommes pas des êtres qui vivons uniquement à travers des modélisations. Et donc faire ça, ça interroge comment nous accompagnons les identités personnelles dans la capacité à reconnaître cette dimension, comment dire, sensible qui les font être. Comment nous formons? C'est qu'en fait, comment à la fois nous nourrissons du côté du concept, mais aussi comment nous nourrissons, comment nous soutenons du côté des affects. Bref, il y a un enjeu du point de vue de la formation, hein, mais pas simplement de la formation scolaire ou universitaire, la formation de cours, hein, un enjeu de formation qui consiste à comment redonner à la dimension du sensible sa fonction consistante dans le travail, si vous voulez, de la consistance des subjectivités. On pourra le développer si vous le souhaitez, hein, mais j'insiste pas plus que ça pour qu'on ait le temps d'échanger, mais ça me paraît quand même assez décisif. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais le dire autrement, il y a un certain nombre d'expériences justement sensibles
qu'on ne nomme pas, parce qu'on va dire, ouais, mais ça compte pas vraiment, c'est secondaire, enfin, c'est tellement fugace. On ne met pas ça dans un curriculum. On ne met pas dans un curriculum que dans notre vie, à quelque part, peut-être un arbre, peut-être une petite vallée, peut-être une source, peut-être une texture de matière, une qualité de vent, en fait, qui compte pour nous. On ne le met pas dans un CV. Et c'est pourtant décisif. On rappelle, rencontrer une personne donc, qui accompagnait une documentaliste, et qui accompagnait des étudiants, et qui me dit, oh, moi, l'écobiographie, je ne comprends pas trop ce que c'est, enfin, c'est pas tellement mon truc. Et puis, elle m'amène à son ordinateur, son fond d'écran, c'était là une photo de sa maison de campagne. Où sont, enfin, qu'est-ce qu'on met comme image, hein? Même les petites icônes, comme dire domestiques, elles disent ces lieux qui, pour nous, précisément, sont des lieux qui nous aident à être, qui ne sont pas simplement des décors, hein, parce qu'ils définissent notre substance profonde. Bref, donc c'est une question qui vaut pour nous, donc qui questionne ce qu'on humilie, parfois, ou ce qu'on méprise en disant, ben ça, on ne nomme pas. Hein, quand je dis ça humilie, je pense à quelque chose de très concret. Hein. Ici, je pense que ça va. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je passe sous votre contrôle de ce que vous disiez tout à l'heure, en disant finalement à Jean-Jacques, ces questions-là ne se posent pas parce que c'est déjà évident. Mais j'avais fait une fois l'expérience suivante, qui était. Bon, je me balade en forêt assez régulièrement, et donc une fois, je vois une personne. Là, c'est un humain, hein, bipède, sans plume, hein, qui était en train de caresser un arbre. Il ne m'avait pas entendu arriver, puis au moment où il le voit arriver, il tient sa main comme ça, oui, comme si je l'avais vu nu, quoi. Vous voyez, le truc, comme si ça avait été impudique. Et en fait, de fait, il y avait quelque chose de très, très fragile. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, hein, elle n'était pas nécessairement. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais elle caressait un arbre. Et en fait, ça m'a beaucoup interrogé sur pourquoi certains gestes, en fait, sont à ce point tus, surtout pas nommables, parce que si on les nommait, qu'est-ce qui se passerait si on les nommait? Et en fait, si on faisait cet exercice, je consisterait à dire qui dans cette salle a déjà caressé un arbre, et si on osait se le dire, qu'est-ce qui se passerait? On peut le faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de caresser un arbre? Je ne vous demande pas de nommer lequel, parce que c'est le vôtre. Mais oui. Voilà, c'est assez nombreux. Je n'ose pas poser la question de savoir qui n'a jamais fait, mais en fait, ce qu'on vient de faire, ça m'amène au second volet et je m'arrêterai là. Ce qu'on vient de faire, c'est quoi? C'est nommer plus publiquement ce qu'on ne nomme jamais. C'est pas particulièrement malade, vous ne faites pas nécessairement des cures chamaniques pour sentir les vibrations des arbres. Peut-être que vous en faites aussi, hein. Pourquoi pas, hein. Mais en fait, si on nomme publiquement ce type d'expérience, soudain, on fait de la politique. Parce que soudain, on rend présent le fait que ces petits gestes, mine de rien, sont ceux qui nous aident à faire monde et à faire monde commun. Et donc la question, c'est comment politiquement ces micro-gestes, on peut en trouver plein d'autres. Hein. En fait, nous les soutenons précisément pour prendre soin des interdépendances à l'égard des vivants. C'est-à-dire, en fait, apparemment, on peut croire que c'est une posture très intime, et elle est très intime, et en même temps, elle est très publique. Voilà. Donc, il y aurait plein d'autres. Donc, on dit, ça pose la question de qu'est-ce que ça serait une politique qui dirait que finalement, caresser un arbre quand on veut, quand on peut, eh bien, ça peut avoir un sens pour orienter une manière de faire monde commun. Je le dis autrement. J'étais une fois allé à Lille
Donc là, vous voyez la ville de Lille, il y a une rivière qui passe à Lille, hein, comme dans beaucoup de villes du monde et d'Europe, on a enseveli beaucoup de rivières. Hein. Et donc à Lille, on ne pense pas qu'il y a une rivière qui s'appelle la Deule. Il y avait un gars qui était avec, quand je faisais cette conférence à Lille, il y en avait un qui disait voilà, quoi la Deule, qu'est-ce qu'elle a ma Deule? Parce qu'en fait, elle est très polluée. Et en fait, ils sont en train il y a tout ce projet de la remettre non pas à flot, mais se dire qu'on fait monde, on fait ville avec elle. Et en fait, la ville de Lille, comme beaucoup de villes européennes, avait candidaté au rang de capitale verte européenne. Ce n'est pas l'image qu'on a a priori de Lille. C'était assez intéressant. Et en fait, il y avait un habitant qui disait, moi, si je voulais, enfin, si pour moi ça a un sens que Lille soit un jour capitale verte européenne, le jour où je pourrais écouter la pluie tomber en ouvrant la fenêtre de ma chambre sans être gêné par autre chose que par le bruit de la pluie. Qu'est-ce que ça serait une politique qui rende sensible ces interdépendances avec ce milieu particulier? Alors, on est à la frontière entre le vivant et le non-vivant. Enfin, qu'est-ce que c'est que ici le vivant? On pourra en discuter. Et en fait, qui est, et moi, quand à soi, je finis sur la métaphore de la maison de tout à l'heure, hein, c'est ouvrir ses fenêtres. Bref, ça ouvre, en tout cas, sur un champ énorme, parce que ces expériences micro-phénoménologiques. Pourquoi ça serait important d'écouter la pluie là, sur les toits, hein, ou caresser un arbre? Ce qui peut paraître ici ridicule, en fait, ouvre une autre manière d'envisager la conception de ce que c'est que le monde commun. Je m'arrête là pour qu'on ait le temps de discuter. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, donc, on discute hein, sous la forme que vous voulez. Tout ce qui vient d'être proposé est fait pour ça. Merci à vous. Merci. Ça m'intéresse bien ce que vous avez évoqué. D'abord, merci. Merci beaucoup d'être là. Quand vous avez évoqué ces micro-gestes politiques, le fait d'accepter les autres humains, la sensibilité qu'on a par rapport à ces autres humains, qui peut être prise comme une forme de vulnérabilité. Une vulnérabilité qui est supposée être négative, puisque c'est une faille, c'est une blessure, au départ, la vulnérabilité, mais c'est aussi une ouverture aux autres que nous. Quoi. Et donc, dans ces micro-gestes politiques, cette acceptation, cette sensibilité aux autres, aux plantes, aux animaux, aux individus, etc. Et donc, cette sensibilité, qui est aussi une vulnérabilité, moi j'ai le sentiment que c'est pas du tout une faiblesse, au contraire c'est une force, et qu'il y a une capacité de transformation du monde, de transformation politique du monde, avec l'acceptation de sa propre vulnérabilité. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'était ça dont j'avais envie que vous nous parliez un petit peu de cette capacité transformatrice et politique de la vulnérabilité. Voilà. Merci. Merci de cette belle question. En fait, oui, merci de cette belle question. Oui, tout est dit hein, déjà dans votre question. C'est que moi, en fait, j'entends votre question de la façon suivante. En fait,
pourquoi le vocabulaire de la vulnérabilité est si présent aujourd'hui. Avec le paradoxe d'ailleurs que nous sommes des contemporains d'un usage contradictoire en fait, de cette catégorie de vulnérabilité. C'est que d'un côté, la vulnérabilité, c'est toujours celle des autres. C'est qu'en fait, il y a des publics vulnérables. Et on en a plein. Alors, ça peut être les personnes âgées, ça peut être les personnes incarcérées, ça peut être les enfants, ça peut être les grands malades, ça peut être ceux qui sont en EHPAD. De toute façon, il y a plein de publics vulnérables, mais les vulnérables, c'est toujours les autres. Et pourquoi? Ça l'est, c'est le premier usage, ça l'est à l'intérieur d'une certaine anthropologie, en fait. Donc cette idée que c'est une anthropologie, je vais le dire de manière trop rapide, et sans doute trop brutale, une anthropologie qui considère qu'effectivement l'expérience de la dépendance est nécessairement la porte ouverte à toute forme d'aliénation. Et donc, au nom d'une culture exaltée d'autonomie, on considère que toute forme de dépendance nous rendrait vulnérables, c'est-à-dire probablement, très très rapidement, soumis à une forme, oui je le redis, d'aliénation. Donc il y a ça d'un côté. Donc nous sommes les contemporains de ça. On m'a dit qu'il ne faut surtout pas être vulnérable. Parce qu'il faut maîtriser. Aujourd'hui, il y a un autre mot pour dire ça, c'est gérer. Il faut gérer. On gère tout. Son compte en banque, ses affects, sa sexualité, ses amis, ses crises, on gère. Donc c'est le modèle de l'entrepreneur, mais c'est Michel Foucault, beaucoup insisté là-dessus, c'est le modèle, ce qu'il appelle du biopolitique ou ce qu'il appelle le néolibéralisme, c'est le fait qu'on a intégré le modèle en fait, de la gestion à toutes les dimensions de l'existence, et quand on gère, on maîtrise. Et pour maîtriser, eh bien, on maîtrise, au sens, on pourrait jouer au sens, on met en nombre. Au sens, on est dans la culture de la mesure, pour ne pas avoir de surprise, pour être parfaitement dans le contrôle. Bref, et on pilote tout, même le bilan, on compte combien de saumons dans la vie, combien de mètres cubes, enfin, bref, on a une... Donc il y a ça d'un côté, donc il y a une anthropologie donc d'une autonomie exaltée, et qui, de ce fait, eh bien, considère que toute forme de dépendance doit être évacuée. Et parce que, effectivement, c'est dangereux, la question de la dépendance, pour une part, c'est vrai. De l'autre côté, et c'est ce que j'entends dans votre question, il y a une autre anthropologie, qui est une anthropologie de l'homme vulnérable, voire de l'humain vulnérable. Et vous dites, c'est ce que vous avez rappelé, la vulnérabilité, donc c'est ce mot qui est construit sur le latin vulnus, donc qui signifie la blessure, en fait, effectivement, soit on entend la vulnérabilité comme le fait, comment dire, de la blessure, c'est-à-dire en fait, je suis attaqué par le monde, c'est-à-dire bientôt anéanti, affaibli et disparaît, ou bien on peut, c'est paradoxal, mais on peut concevoir la vulnérabilité comme une capacité, la capacité à se laisser toucher, la capacité à se laisser blesser, la capacité à se laisser interpeller par, bon, tout à l'heure il y avait une petite salamandre. Pourquoi, je me dis, je sais pas, je pense à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pourquoi il y a des jeunes en fait qui mettent quand même leur vie, malmenée en fait à la défense des tritons blasus. C'est quand même étrange. Mais pourquoi on se laisse toucher soudain par une petite variété, une petite espèce de tritons? Cette question-là, donc cette capacité à se laisser affecter, en fait, elle interroge bien comment on fait le monde à partir de là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on est dans je trouve que c'est intéressant dans notre moment culturel pour ça, c'est qu'en fait, il y a une querelle des anthropologies. Il y a une anthropologie dominante, moi que je la place sous la figure de l'homo economicus, ou Amartya Sen appelait ça la figure de l'idiot rationnel, comme si nous étions des êtres qui n'ont des intérêts et qui calculent leurs intérêts en disant est-ce que si je fais ça, qu'est-ce que j'aurai comme bénéfice, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que j'aurai comme inconvénient. Bref, il y a la culture de l'homo economicus et il y a la culture en fait, de l'homme ou de l'humain vulnérable qui dit quel est le plus petit atome finalement de social. Est-ce que le petit atome de social c'est l'intérêt ou est-ce que le plus petit atome de social c'est la relation?
eh bien, à sa manière, la figure de la vulnérabilité dit le plus petit atome du social, c'est la relation, c'est le relationnel. Dire je, c'est être en relation. Avec des humains, avec des autres qu'humains, avec des milieux. Et donc, on peut construire un monde à partir de là. Alors après, quel type de théorisation, hein? Donc, je prends simplement un exemple pour dire que ça m'intéresse de voir en fait que dans le débat contemporain, il y a un tas de courants qui portent ça. Hein. Je prends cet exemple voilà, pour pluraliser les références. Il y a un courant en fait de sociologie et d'économie autour d'une revue qui s'appelle le MOS. MOS, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Donc, qui essaie de penser la question en termes de dons, en disant nous avons généralisé un modèle d'intelligibilité du monde, un modèle, je reviens à Merleau-Ponty tout à l'heure, un modèle d'intelligibilité, ce modèle d'intelligibilité, c'est celui de l'échange, donnant-donnant. Ce modèle, c'est le plus petit atome de social, c'est l'intérêt égoïste. Il y a ce que j'ai, il y a ce que les autres ont, j'ai peur que ce que j'ai, les autres me le prennent, je suis jaloux de ce que les autres ont et que je n'ai pas encore. Ce modèle-là, il est en concurrence un autre modèle, pour les théoriciens du MOS, qui est le modèle du don. En fait, donner, c'est plus le donnant-donnant, c'est donner pour que l'autre un jour peut-être puisse donner. Ce qui est autre chose. Hein. Et là, c'est effectivement la question de la dimension relationnelle de notre être. Et donc, je dirais que le mot vulnérabilité, il est très récent dans l'histoire de la philosophie, en fait. Hein. Il n'a pas une très très longue histoire, hein. Mais il dit quelque chose, enfin, il est le symptôme d'un temps présent. C'est que finalement, sur quoi voulons-nous faire un monde commun? C'est là que sont nos choix, en fait. Aux aiguilles. Pas une main dressée. Vous dites de ne pas avoir trop parlé de votre livre. C'est peut-être dans ce silence l'occasion de nous en parler. Oui. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire? En fait, je pourrais vous parler d'abord de la maquette. En fait, il y a une graphiste. Hein, d'abord, en fait, vous avez peut-être remarqué, pourquoi je parle de la graphiste, vous avez peut-être remarqué en fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup quand les gens écrivent des livres aujourd'hui, il y a plein de remerciements. Hein, de plus en plus. Avant, il n'y avait pas de remerciements. Pour moi, c'est la réponse, ça prolonge la réponse à la question que vous m'aviez posée. C'est que finalement, les remerciements consistent à dire que pour faire un livre, il faut un nous. Bruno Latour aurait dit, comme nous pensons, nous sommes des réseaux pensants. Et donc, il y a la question de comment nous saluons celles et ceux qui ont rendu possible ce qu'on a fait. Je trouve qu'il y a quelque chose, la question du remerciement, c'est la conscience des interdépendances. Mais bref, avec la maquettiste, on a beaucoup réfléchi sur comment on pourrait raconter ce qui se passe dans ce livre. Et elle a choisi on voit une figure, une silhouette humaine, hein, enfin un visage humain, on imagine. Et en fait, une infinité d'êtres qui le peuplent, et des êtres qui ne sont pas des humains, beaucoup de vivants. Et donc en fait, ça relève l'idée de ce qu'une autre philosophe qui s'appelle Donna Haraway en fait appelle les biographies multispécifiques. C'est donc cette idée qu'en fait, nous faisons nos histoires avec, bien sûr, les humains, mais aussi les autres qu'humains. Enfin, moi, dans ma famille, c'est les chats. Quand on regarde l'histoire des chats dans nos familles, c'est une très longue histoire. Hein. C'est très bizarre, hein, d'ailleurs, dans l'histoire de l'évolution, qu'on vive avec ce type de bestiole, quand même. Bon, bref. Et en fait, ce livre, en fait, il est né d'une idée. Alors, il y a ce que j'évoquais à propos des étudiants en commençant, mais il est né d'une autre idée. C'est qu'en fait, les philosophes ont fait plutôt du concept, c'est notre boulot, quoi. On essaie de conceptualiser, et puis c'est bien, enfin, je trouve qu'il faut le faire. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans le champ en fait, qu'on appelle la philosophie de l'environnement, c'est un champ très ouvert. Hein, donc, on fabrique beaucoup de concepts, je pourrais en faire la liste,
mais en lisant en fait les philosophes de l'environnement, tous ceux dont je parle dans ce livre, tous, à un moment donné, racontent une expérience en première personne, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie en première personne. C'est qu'en fait, ils racontent ce que moi j'appelle donc une écobiographie, c'est qu'en fait, ils réinstallent leur propre conceptualité dans une expérience de subjectivité, enfin dans une idiosyncrasie, comme dirait l'autre. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup frappé de me dire, c'est assez étrange. Bachelard, il théorise la politique de l'espace, ok, mais en fait, pour en parler, il parle du Valage, de Bar-sur-Aube. Lui, c'était pas un montagnard, c'est plutôt les pays des saules et des rivières qu'on trouve du côté de l'Aube. Valplemoude raconte son histoire de crocodile et en fait ces zones à la fois marécageuses en fait australiennes. Et donc en fait ça m'intéressait de renouer en fait non pas pour les réduire, mais de renouer le trait conceptuel avec le trait biographique. Non pas pour dire qu'un concept ça n'est que le produit de l'histoire, mais pour dire qu'un concept ne peut pas anesthésier l'histoire qui est aussi son terreau, même s'il le distille et monter au concept, faire monter à la hauteur du concept, c'est aussi parfois s'arracher aux radicelles qui font que celui-ci est possible. Et donc ce livre, il est construit là-dessus, en fait. Il est construit sur à la fois ses expériences en première personne, mais en fait redéployées à partir des philosophies de chacun des philosophes que je prends ici donc je mobilise. Alors, je disais Valplemoude, Bachelard, Schweitzer, je pourrais en prendre là quelques-uns, Arnès, bon. Et puis, de l'autre côté, cette question d'une forme de récit de soi. La question qu'est-ce que ça peut être une forme de biographie aujourd'hui, de récit autobiographique, bien dans la conscience de ce moment qu'on appelle moment anthropocène ou qu'on appelle transition écologique et sociale. Pourquoi, pour raconter qui nous sommes, on ne peut plus faire l'économie de raconter toutes ces indépendances avec les non-humains qui nous constituent. Voilà. Donc il est construit là-dessus, il y a un rythme comme ça. C'est une rythmique. En fait. Voilà. Dans votre analyse du rapport à soi et du rapport aux autres, comment vous voyez les réseaux sociaux ? Si on considère, par exemple, que ce qui se passe ce soir à Langeac, c'est un réseau social, et qu'on soit bien, en fait, quand vous dites réseaux sociaux, c'est au sens du web, quoi, c'est ça, hein. Que le jeu est nous là-dedans, il y a quelque chose. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a quelque chose, qu'est-ce que vous diriez de ce quelque chose? Quelque chose justement du rapport à l'autre et du rapport à soi-même qui est un tout. Oui. Oui. La numérisation des relations. Oui, alors en fait, c'est énorme en fait votre question. Non, c'est qu'en fait il y a plusieurs façons de chercher à y répondre. Enfin, donc ce qui fait que je suis un peu embêté parce que voilà. Donc, alors, je commencerai par là. C'est un sociologue, enfin, c'est Tönnies, un sociologue allemand de la fin du 19e, dans un livre qui s'appelait Communauté et société. Donc il réfléchit sur le phénomène en fait de l'urbanisation, donc l'exode rural et l'urbanisation. Et il dit, ce qui est assez étrange en fait dans les sociétés rurales, c'est qu'il n'y a pas énormément de monde, mais les interdépendances sont extrêmement consistantes. Et inversement, dans les espaces urbains, on a potentiellement un nombre de relations considérables, mais en définitive, très peu d'interdépendance. Et si on était Tönnies, on pourrait dire finalement ce que fait le réseau social, c'est démultiplier encore la richesse des possibles que l'espace urbain pouvait autoriser, c'est-à-dire effectivement
je peux avoir des dizaines de milliers de followers, comme on dit. Donc en fait, donc ça ouvre, donc c'est à la fois considérable parce que ça ouvre potentiellement tous les possibles, et en même temps, ça pose la question de comment c'est possible font-ils des histoires. Donc en fait, moi je ne suis pas anti-numérique, je ne suis pas anti-réseau, mais en fait, la question c'est comment une connexion devient une relation. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Outre le fait que sur les réseaux sociaux, on peut dire qu'on est qui on est, et on peut très bien dire qu'on n'est pas qui on est qu'on est. C'est qu'en fait, on avance plus ou moins masqué, et c'est aussi le jeu. Mais donc ça pose cette question-là de type, qu'est-ce que c'est que ce type de collectif, et comment ce collectif prend-il corps. Et en fait, pour moi, il y a plein de questions qui sont soulevées autour de ça, mais il y a un des enjeux, pour moi, qui est autour de la question de la décorporéisation du social. Et en fait, un collectif sur un réseau social, où est-ce qu'il prend corps? Et tout le problème, c'est que si on le décorporéise, bien effectivement, on risque de fabriquer de l'entre-soi, ceux qui pensent comme nous, et en fait de ne plus aller du côté de la rugosité de ce qui fait que le monde est le monde. C'est Bunchung Han qui avait publié un livre comme ça sur ce qu'il appelait l'esthétique du lisse, au sens de ce qui est lisse. Disant, les réseaux sociaux, en fait, ils fabriquent un type de socialité lisse. Parce que dès que c'est rugueux, on enlève. Et encore, le social, c'est rugueux. Donc ça pose plein de questions après sur ce que je gère sur les réseaux sociaux, est-ce que je peux le gérer dans la vie comme ça? Très bien, est-ce que je peux dire, toi, je veux plus de toi? Alors je peux le faire, comment dire, sur un réseau social, mais quand c'est avec celui ou avec celle ou bien les amis, oui, donc voilà, donc c'est une question, c'est la question de la virtualisation, en fait, qui est en jeu. C'est pour ça que c'est énorme, oui, je fais une réponse confuse, parce qu'elle est multi-champ. La question, c'est en fait comment on fait politique, à partir du collectif que le réseau social en fait, déploie. Et en fait, je pense qu'on ne peut pas faire politique si à un moment donné, il n'y a pas d'écart. Oui, en fait, ce que j'ai retenu du début de votre intervention, c'est justement cette sensibilité et l'utilisation de tous nos sens dans notre communication avec ce qui nous entoure. Et là, enfin moi, ce qui me marque et ce qui au quotidien me dérange le plus, c'est justement d'avoir l'absence de cette possibilité de percevoir l'autre par tous mes sens, en fait. Voilà, et d'utiliser tout ce qu'on peut exprimer corporellement dans notre relation à l'autre et tout ce qu'on peut ressentir de ce que l'autre exprime corporellement. Et je trouve que, voilà, enfin pour moi, justement dans les réseaux sociaux, c'est toute cette partie-là qui manque et qui, je suppose, quand on voit nos adolescents communiquer, ça n'a pas l'air de trop les déranger. Et moi qui suis d'une génération autre et qui, d'autant plus, utilise mon corps dans mon quotidien pour communiquer avec les gens, je trouve ça me met mal à l'aise et souvent, je trouve que c'est pour moi très difficile de communiquer par SMS voilà, parce que je n'ai pas en face la personne et je ne peux pas rebondir sur ce qu'elle exprime corporellement. Et, voilà. Merci de cette intervention. Et en fait, ça permet d'ouvrir une autre manière de répondre à la question précédente. En fait, les réseaux sociaux posent plus globalement encore la question de ce que fait la numérisation sur nos manières de faire monde et de faire profession en particulier. C'est qu'en fait, ce qui est en jeu ici, je pense à ça pour essayer de prolonger en fait la question et puis ouvrir aussi. En fait, ce qu'on appelle réseaux sociaux, ça dépend de quoi on parle en fait quand on dit dire ça, mais en fait, ce sont des systèmes techniques qui reposent sur une certaine manière de décrire le réel,
mais ces systèmes techniques sont en même temps des systèmes stratégiques. Et pour moi, un des enjeux, c'est que ces systèmes techniques ont fait éruption non seulement dans nos espaces personnels, mais dans tous nos espaces professionnels. Et on fait éruption pas sur un mode justement éruptif, sur un mode beaucoup plus sournois. C'est qu'en fait, on a commencé en disant ce sont des outillages, ou ce sont des fonctions support, et qui, en fait, ces fonctions support sont en fait des dispositifs stratégiques qui sont porteurs de valeur, la rapidité, la transparence, l'efficacité, la réactivité, tout ce qu'on veut, et qui progressivement, en fait, se sont installés dans toutes nos professions, jusqu'à désincarner justement nos professions. Alors, on peut très bien réfléchir sur le malaise des soignants, sur le fait que sur le moindre chariot infirmier ou infirmière, il y a des écrans, mais prenez tous les boulots, les écrans font écran. Alors, je n'ai rien contre les écrans, mais il y a cette question de, progressivement, une partie, nous avons délégué, sans nous en rendre compte, à nos dispositifs numériques, cette part du sensible qui constitue nos manières aussi de travailler. Alors, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet de parler du numérique ce soir, mais c'est intéressant de se dire que, de fait, si la question des interdépendances avec les vivants et autres humains revient aussi de manière aussi massive, c'est aussi parce que nous avons un rapport très virtualisé à ce qui est devenu pour nous le monde. Il y a cette tension-là. C'est une question assez simple. J'ai lu avec passion le livre, parce que peut-être que tout le monde l'a lu, mais j'encourage tout le monde à lire le jeu et Tony, parce que c'est passionnant et je pense qu'on découvrira d'autres facettes du philosophe à travers ce livre, et en particulier sur le concept d'éco-biographie. Moi, ce qui m'interpelle, on a un petit peu discuté, c'est de passer de la dimension personnelle, parce qu'ici, comme je dis, c'est un peu facile quand même d'être en relation avec la nature, à une dimension plus politique et sociale. Et comment on va changer de... Je ne sais pas si c'est une échelle, mais on est dans un milieu plutôt rural, et comment c'est perçu par un citoyen qui n'a pas accès à cette nature. Oui. Parce que vous avez entendu ce que disait Madame. Ah, moi, je parle très fort. Madame la professeure. Alors, je laisse le professeur. Oui, en fait, ce que vous disiez, c'est la question du changement d'échelle, entre la question très personnelle de l'écobiographie et cette dimension plus sociale ou politique. Et puis en même temps, comment on passe de la question de l'écobiographie de quelqu'un qui vit dans un milieu plutôt rural à la question de l'écobiographie dans un milieu plutôt urbain. Le cas de Lille. Ouais, le cas de Lille que j'évoquais précédemment. Oui. C'est capital. Oui, bien sûr que c'est capital. En fait, sur la question de rural, urbain, ce qui est intéressant, c'est de découvrir aujourd'hui comment dans les milieux urbains, il existe des solènes grenouilles aussi, qui font découvrir ce qu'on appelle la biodiversité urbaine, et qui contribue mais qui va aussi au-delà d'une lecture parfois très emblématique de la figure de ce qu'on appelle le sauvage. J'ai un ami et collègue, donc vous connaissez sans doute, vous connaissez sûrement, donc Baptiste Morisot, qui a publié un livre dans cette collection sur les diplomates et donc ses relations avec les loups, dans manière d'être vivant. Moi, je n'ai pas rencontré de loup dans ma vie. Donc pour moi, le sauvage, c'est pas le loup. C'est même pas le grizzly qui était évoqué en fait tout à l'heure. Ce sont les sangsues. C'est pas très fun. Et puis c'était ce qu'on appelait les gendarmes. Vous savez, ces petits insectes. Je n'ose pas vous dire ce qu'on faisait avec eux. Bon, notre question aussi du rapport à la cruauté. Mais en fait,
quand on regarde le vivant sauvage à cette échelle-là, il y a du sauvage partout, même en milieu urbain. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle nature, ou ce qu'on appelle milieu, même dans les milieux ultra anthropisés comme le sont nos villes, en fait, bah, il y a de la nature. Enfin, on est en train de crever de chaud dans une ville, qu'est-ce que c'est que l'air qu'on respire, qui devient irrespirable parce que trop chaud. Enfin, il dit ça, il dit que même dans des espaces ultra technicisés et ultra anthropisés, il y a en fait de la nature. Donc ça suppose donc, de sortir d'une lecture très, je redis, d'une nature très idolâtrée, en tout cas très valorisée autour du concept de wilderness, en fait, pour faire court. Globalement, la philosophie de l'environnement, une grande partie est née aux États-Unis autour de ce paradoxe quand même que les États-Unis, c'est à la fois les espaces ultra, là aussi je redis, exploités, anthropisés. Le ville de fer barbelé, c'est l'espace de contrôle qui quadrille les territoires pour empêcher la circulation des vivants. Donc la conquête de l'Ouest, c'est ça, c'est le barbelé quand même. Il y a les cow-boys, mais quand même du fil barbelé. Et il y a, de l'autre côté, il y a Yellowstone, enfin les grands parcs. Et en fait, donc il y a la nature qu'on exploite et il y a la nature qu'on contemple. Wilderness. Le plus difficile pour nous, c'est en fait comment on vit les deux. Donc la question d'articulation. Et donc là, je reviens à votre question. Entre le modèle nord-américain, qui est soit on sanctuarise, réserve intégrale de biosphère, ou parc sanctuarisé, et puis la nature au contraire qu'on extrait jusqu'à plus soif, si on peut dire. Donc entre ce modèle et le modèle européen, qui est ultra peuplé, des espaces beaucoup plus petits, enfin on n'est pas du tout sur le même modèle, on invente autre chose. Et en fait, alors bien sûr, il y a des zones Natura 2000, bien sûr, en fait, il y a aussi des zones intégrales de biosphère, mais en fait, on a un modèle intéressant autour de ce qui se cherche, autour du concept de biorégion. En fait, ce qu'on appelle biorégion ou bien un bassin versant. C'est intéressant de se dire, qu'est-ce que ça veut dire faire territoire? Donc c'est la question du changement d'échelle. Et en fait, quels sont nos concepts politico-administratifs qui font qu'on puisse penser son rapport au territoire, non pas simplement comme une manière d'habiter sur une réalité plane, qu'on investirait comme si c'était un plan, une géométrie à habiter, mais en fait comment nous faisons monde avec l'ensemble des êtres qui composent ce monde. Ça veut dire, par exemple, donc ce concept de biorégion, ça veut dire effectivement que l'espace, c'est pas simplement un lieu où se déposent nos activités humaines, mais nous vivons avec elles, d'elles, et aussi par elles. Donc il y a des réponses pour faire ça. Je prends à titre simplement, c'est pas que métaphorique. Dans le Val-de-Loire, ils ont créé un truc qui s'appelle le Parlement de la Loire. Regardez nos politiques du point de vue de la Loire. À Lyon, est en train de se créer un Parlement du Rhône. Si on regardait l'aménagement du Rhône, qui est un torrent, quand on voit ce qu'il est devenu, c'est un tube, qui est en train de perdre tellement d'eau qu'on annonce moins de 30% de son volume d'eau et de son débit pour les 20 ans qui viennent, donc ça pose plein de problèmes. Bon. Qu'est-ce que ça serait un Parlement de l'Allier? C'est une question que je nous pose. Donc je vous l'offre comme une question. Et c'est pas cette histoire de Parlement de l'Allier, c'est pas qu'une fantaisie. Ça veut dire en fait, effectivement, quand on regarde comment nous faisons nos politiques d'aménagement du territoire, en fait, on a une succession de couches qu'on n'arrive même plus à nommer. Il y a une couche qui s'appelle DREAL, on ne sait même plus ce que ça veut dire. À quoi on peut en rajouter la région, le département, la municipalité, la commune. Bref, on a une succession de couches et en fait, à un moment donné, qu'est-ce qui réunifie le tout? Eh bien, c'est l'idée qu'effectivement, nous sommes d'un pays où coule une rivière. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on en fait monde commun? Voilà le changement d'échelle possible.
Bonsoir, merci. J'avais deux questions. J'ai pas lu votre livre, je suis désolé. Du coup, le concept que vous défendez, le biocurriculum ou écobiographie, voilà, excusez-moi. Voilà, est-ce que c'est un peu, du coup, c'est réintroduire du politique dans l'intime, un petit peu comme. Est-ce que c'est un élargissement qui se fait déjà pour les gens qui ont mis l'intimité politique autour de la sexualité, notamment, puisque c'est des lieux du coup, des lieux de domination quand on est hors norme, enfin en tout cas de normes, et est-ce que du coup c'est quelque chose qui s'inscrit un peu dans cette logique-là? Ça c'est ma première question. L'autre, c'est que ça m'évoque un peu beaucoup d'Escola, du coup pour une approche plus politique. Enfin, c'est là où effectivement votre approche c'est de remettre de l'intime au cœur de ce qu'on est tous ensemble, et effectivement d'assumer de caresser des arbres et du coup d'assumer la partie sensible, voilà. D'Escola, moi je trouve intéressant son approche où du coup il va nous dire que la nature n'existe pas, qu'il n'y a pas de rapport nature-culture, enfin, pour faire court, et puis bon je connais pas non plus plus que ça, mais ça m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire de repenser nos rapports un peu au monde en ne l'abordant pas comme un rapport de l'humain à la nature, mais justement il y a d'autres humanités, il y a d'autres humains dans le monde qui ne voient pas du tout ça comme ça, et qui ont un rapport au monde beaucoup plus, enfin nous on dirait beaucoup plus respectueux, mais ce serait même pas leur point de vue, quoi. Et de se dire que, au lieu de dire, ben moi je suis un humain, il y a la nature, et du coup je me dis effectivement dans cela, on ne penserait pas le rural et l'urbain comme deux choses qui s'opposeraient, parce que c'est des constructions sociales. Franchement, il y a des endroits en ville où les animaux viennent s'installer en ville parce que dans la campagne ils ne peuvent plus, parce que c'est tellement pollué, que du coup, effectivement, ce rapport-là n'est pas très intéressant. Mais voilà, mais du coup, effectivement, c'est quoi les liens? Donc ma deuxième question, pardon, je suis un peu long, mais les liens avec Descola. Voilà. Merci pour ces deux belles questions. Alors, sur le premier aspect, en fait, sur cette idée que le corps est politique, finalement, alors, moi, je ne suis pas, comment dire, je suis pas inscrit, comment dire, dans les perspectives qu'on appellerait aujourd'hui post-coloniales, par exemple, mais de fait, on voit très bien les liens possibles. C'est-à-dire que à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a une politique des gestes, qui est en fait aussi une politique des affects, eh bien, la question de nos corps, et finalement nos interdépendances avec les vivants, c'est aussi la question de nos corps, eh bien, elle peut rejoindre d'autres questions que celles uniquement, si je puis dire, entre guillemets, uniquement de nos interdépendances avec les vivants. Ça, c'est pour le premier aspect, ce qui explique effectivement que tout le courant, ce qu'on trouve autour des approches écoféministes disent ça, ou bien je pense aux perspectives, dans les perspectives post-coloniales, je pourrais prolonger un tout petit peu peut-être pour éclairer ça, il y a en fait dans ces perspectives, il y en a qui parlent aujourd'hui de plantationocène. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce modèle, qui consiste à dire, moi ça sera encore d'autres questions, mais sur l'idée que quand on parle d'anthropocène, je ne sais pas si c'est un mot qui vous est familier, peut-être pas, c'est pas aussi simple que ça, mais en fait, une manière qu'on a aujourd'hui d'essayer de comprendre notre situation, c'est donc on invente des mots, on essaie de quels sont des mots pour essayer de décrire au plus juste ce que nous sommes. Donc il faut essayer de trouver des mots. Alors, on en invente tous pour essayer de sortir des catégories binaires, parce que là, on invite à faire ça. Et donc anthropocène, c'est un mot parmi d'autres. Et en anthropocène, il dit, on peut penser notre situation historique comme le fait que l'humanité en tant qu'espèce est devenue une force de la nature, une force géologique de la nature. Telle que, à l'échelle de l'espèce, nous sommes aujourd'hui capables finalement d'avoir des effets grandeur nature. À l'échelle du climat, à l'échelle... mais d'autres disent, oui, mais anthropocène, c'est pas cool parce qu'en fait, c'est pas tout à fait satisfaisant parce que ça embarque toute l'humanité, alors que c'est pas toute l'humanité, c'est une partie de l'humanité qui est comme ça. Et donc, en fait, par exemple, ça serait plus juste de dire plantationocène, ou capitalocène, ou carbonocène, ou bien anglocène. Et en fait, toutes ces catégories sont intéressantes parce qu'elles essaient de trouver quelles sont les prises. Alors, plantationocène, je l'évoque 2 secondes, elle consiste à dire, c'est assez bizarre, quand on a fini les grands voyages de découverte
de découverte. Qui découvre qui? Donc bref, quand on a fini, donc quand les Européens ont fini en fait d'explorer la planète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont cartographié. Donc on a quitté les grands voyages d'exploration pour faire des voyages scientifiques, des expéditions scientifiques. Ils l'ont cartographié, donc pour ça, tracé des méridiens. Une fois qu'on a eu les plans, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réparti les espaces. Et on a généralisé un modèle d'exploitation des espaces, la plantation. Et vous prenez de la plantation, alors, de coton, d'huile de palme, selon les colonies, qu'elles soient hollandaises, françaises, bon, donc en fait, cette catégorie, donc, elle est intéressante, parce que là, c'est un autre type d'intelligibilité. Mais donc, ce qu'elle dit, plantation océane, c'est que finalement, on ne peut pas penser les problématiques du colonialisme sans l'articuler avec les problématiques du racisme, sans l'articuler avec les problèmes des cultures extractivistes à l'égard de la nature. Autrement dit, ce qu'on fait au corps, c'est politique. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Sur la seconde question, donc voilà, oui, donc ce que fait Descola, donc un anthropologue, c'est de dire en fait que la façon que nous avons eue en Occident, finalement assez tardivement, de concevoir la nature comme notre autre, comme une forme d'extériorité qu'on pourrait soit exploiter, soit esthétiser, cette manière de faire, c'est une manière de faire monde parmi d'autres. Qu'elle s'est peut-être généralisée via nos systèmes techniques, via nos modèles, je reprends mon exemple, enfin, ce que je disais tout à l'heure, mais qu'en fait, il y a d'autres anthropologies. Et donc, en fait, s'il y en a d'autres, la question c'est comment on change. Et donc, moi, comment on change de ce que lui il appelle ontologie, comment on change d'ontologie. Et donc, en fait, donc, par rapport à Descola, donc c'est énorme, hein, là aussi votre question, parce que c'est un débat théorique important, mais en fait, Descola, ce qui me paraît intéressant dans le travail de Philippe Descola, c'est pas simplement de dire en Europe, en France, finalement, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, nous étions dans une approche plutôt analogique. Si on lit Montaigne dit que la nature, il ne dit pas la nature, il dit la terre-mère. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller en Amérique latine pour parler de Pachamama. Enfin, les auteurs de la Renaissance parlent de la nature comme ça. Donc en fait, donc ce que dit Descola dit que finalement, effectivement, l'idée d'une nature pensée comme un autre que nous, extérieur à nous, c'est un moment dans notre histoire. Donc c'est intéressant, parce que mais ce que ça pose comme question, c'est si c'est un moment dans notre histoire, comment on change? Donc c'est ce que lui il appelle l'échelle pratique. Et en fait, moi c'est ça qui m'intéresse chez lui, c'est en fait comment on change d'une ontologie à l'autre, d'une manière de faire monde à l'autre. Et là, en fait, où est-ce que ça s'observe? Ça s'observe dans les pratiques des gens. Donc, comment ils font? Comment on fait avec l'alimentation? Enfin, c'est assez étonnant quand même. Hein. On pourrait faire son âge. Comment tous, je pense, dans cette salle, on a eu à rediscuté la question de notre alimentation parce qu'on nous a embêtés, quoi, en disant mais tu manges encore de la viande ou tu n'en manges plus? Enfin oui, enfin, c'est assez intéressant de voir autour de la question de la politique de l'assiette. On est en train de changer d'ontologie et par des chaînes pratiques. Alors c'est vrai autour de la question de la nourriture, c'est vrai autour de la question de la mobilité, c'est vrai autour de la question de nos habitats. Enfin, il y a toute une réflexion sur les habitats poreux, hein, parce que finalement, pour revenir encore à la poésie qui a ouvert pour la soirée tout à l'heure, en fait, c'est comment on invente des espaces spatiaux, enfin des maisons, des appartements, qui soient dans la porosité. Bon, ce sont en fait des chaînes pratiques. Donc en fait, je trouve ce qui est intéressant dans notre moment, en fait, c'est que on est les contemporains de ça glisse. C'est pas où ça va, mais ça glisse. La question après, c'est comment on le porte. Alors aussi, comment ce que chacun fait avec ses corps, hein, avec son corps, dans ses changements de vie perso, comment ça change l'échelle. Et donc, c'est où seront les porte-paroles. On est prêt de cérémonie? Oui, c'est ça, c'est bon. Écoutez,
On va remercier Jean-Philippe Piron pour tout ce qu'il nous a raconté de très intéressant ce soir dans cette conférence et sa réponse à nos questions. On remercie d'être venu, d'avoir posé ces questions. Je vais vous rappeler les rendez-vous à venir. J'ai parlé du 25, du 15 février. Je vous demande. Ah oui. Excusez-moi. Je retrouve donc le mercredi 15 février, 14h30, une rencontre avec Isabelle Ledin à la salle des associations. C'est en haut, là, dans la cour de l'abbaye. Voilà, c'est une causerie sur la faune et flore d'Auvergne. Et donc, cette rencontre avec Solène, pour partir bivouaquer chacun à sa façon, qui commence le 25 février, je crois qu'il y a d'autres dates. Le 15 mars, voilà. Et le 15 mars ce soir, ou alors simplement par échange téléphonique avec Solène. Voilà. Et vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. Elle a préparé, je crois, un petit tableau d'inscription. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au plaisir de continuer sur le vivant, alimentation, jardinier, etc. Et jardin et nos jardins aussi. Voilà. Les prochains thèmes.